Le West Data Festival, c'est l'événement organisé par Laval Mayenne Technopole pour réunir en gros des chercheurs et des industriels et d'autres aussi autour de l'intelligence artificielle. La 5e édition a eu lieu du 14 au 16 mars dernier et parmi les nombreux intervenants de ce séminaire, j'en ai trouvé un qui va pouvoir décrypter pour nous ce concept d'intelligence artificielle et surtout nous dire s'il faut en avoir peur ou pas. Bastien Mas, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu animer une conférence dont l'intitulé exact était « Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle ». Pour vous présenter rapidement, vous êtes membre d'une association et délégué général de cette association, Classe Code, qui propose des ressources éducatives en accès libre. C'est ça. Donc c'est. Alors pardon, je fais juste une parenthèse. Vous êtes à Nantes, à l'université de Nantes, et vous êtes aussi titulaire d'une chaire qui recherche un petit peu les limites de cet accès aux ressources libres, les limites ou la réglementation en tout cas. C'est ça pour l'UNESCO. Ouais, donc je suis pas titulaire, je suis chef de projet. Donc on va revenir à notre sujet, l'accès aux ressources éducatives de façon assez libre, par exemple dans l'apprentissage des langues. C'est un bon exemple parce que là on est dans le cadre de l'éducation. Après, l'idée de cette conférence était de parler vraiment de l'impact sur tous les métiers, parce que ça concerne tous les métiers. Le titre complet de cette conférence, c'était apprendre, enseigner, créer et travailler à l'ère de l'IA, parce que c'est vraiment une question transverse. Parce qu'effectivement, si on remplace les profs de langue, pour reprendre cet exemple, que vont-ils faire ? C'est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on va remplacer les enseignants par des IA ? La réponse est non, pour plein de raisons diverses, mais on peut prendre la plus évidente, qui est la réponse technologique et surtout la limite de ce que ça permet. Et justement, en fait, l'idée, c'est de clarifier cette redistribution des compétences. Donc, pour les profs d'anglais, par exemple, on peut très bien essayer de décortiquer un peu et de savoir, est-ce qu'on a des technos en face qui peuvent faire des choses. On connaît les traducteurs, déjà. Si je ne parle pas du tout la langue, ça va pas me servir à grand-chose. On a des technos aujourd'hui comme ChatGPT qui peuvent faire de la navigation dans les niveaux de texte. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était pas proposé avant par les traducteurs. L'idée, c'est que je peux écrire mal une phrase, par exemple, que ce soit en français ou en anglais, demander la traduction de cette phrase-là, et même demander à ChatGPT qu'il poursuive ce texte-là. Donc dire, réécris cette phrase, mais dans un meilleur niveau d'anglais, en ajoutant des détails et de l'argumentation. Donc je peux partir d'une phrase extrêmement basique et mal écrite, voire avec des fautes, et me retrouver avec un paragraphe entier, bien rédigé, dans un anglais parfait, qui exprime exactement l'idée que j'avais au début. On peut prendre des exemples de ce qu'on appelle l'adaptative learning, l'apprentissage adapté ou individualisé. Donc on va par exemple avoir une appli qui nous permet d'apprendre une langue et qui va suivre notre niveau de langue. Déjà évaluer où on en est, proposer des exercices sur mesure, évaluer là où je suis bon, là où je suis moins bon. Et repérer justement ces difficultés et puis me les resoumettre jusqu'à ce que vraiment je comprenne complètement. Exactement. Et vérifier, donc avoir un niveau de suivi et de précision dans les grains pédagogiques, dans les compétences fines, que peut pas avoir un enseignant. Donc il peut l'avoir pour une personne, il peut l'avoir pour un petit groupe d'individus, mais pas dans une classe pour 30. En fait, la difficulté, elle est là, elle est liée au nombre et à la précision de suivi que permettent ces applis-là. Donc, qu'est-ce qui reste finalement ? Si je peux apprendre mon vocabulaire, je peux traduire, même si je vais au Japon et je sors mon téléphone et je vais filmer les écritures sur les murs et je vais avoir de la traduction automatique en réalité augmentée. Et donc qu'est-ce qui reste ? C'est un accélérateur. Rapidement, si je veux créer des relations avec les gens sur place, si je veux apprendre la culture, si je veux rencontrer des gens, si je veux avoir de la discussion, ce sera insuffisant. Aujourd'hui, dire aux enseignants de langue, on peut passer moins de temps et on peut avoir des solutions d'accompagnement sur toute une partie des apprentissages liés à la grammaire ou au vocabulaire ou à ce genre de choses-là, et on va faire plus de conversations, et on va faire plus de voyages scolaires, et on va faire plus de culture étrangère, ça peut être une manière de voir les choses. L'expression, c'est aussi éventuellement l'accent, donc c'est peut-être plus travailler la prononciation, ça peut être... Les applications aussi notent l'accent, hein. Tout à fait. Comme par exemple celle qui est très connue, Duolingo. Complètement, ou même l'expression, il y a des solutions comme VocaCoach qui permettent aussi de s'entraîner à l'élocution, à la précision, le débit de parole. Ces technos-là, dans l'éducation, elles posent des questions vraiment fondamentales sur la pédagogie. En gros, nous, dans les projets européens, ce qu'on conclut, c'est pas que c'est un problème technologique, c'est un problème pédagogique et didactique qui
interroge fondamentalement ce qu'on apprend à l'école, la manière dont on l'apprend. Est-ce que ce serait, du coup, Bastien Mas, l'éloge de la paresse ? Si j'ai plus besoin de calculer, clairement, on est de moins en moins bon en calcul mental. Si j'ai pas besoin d'apprendre une langue étrangère, parce que je peux avoir le téléphone qui parle à ma place, on se focalise sur ces deux exemples, mais est-ce que ça peut être l'éloge de la paresse ? Non, je pense pas. Où est-ce qu'on place l'intelligence ? Est-ce que c'est de maîtriser un sujet ? Est-ce que c'est de retrouver une information, par exemple, qui existe quelque part ? Est-ce que c'est d'avoir suffisamment d'esprit critique pour pouvoir à la fois retrouver et remettre en cause cette information et savoir comment je peux l'utiliser dans un cas particulier ? Vraiment, je pense pas que ce soit de la paresse. Aujourd'hui, tous ces outils nécessitent des compétences minimales pour être maîtrisés. Un traducteur, ça ne sert à rien si on parle pas la langue. Même ChatGPT qui va nous donner de l'expertise sur un sujet, si je maîtrise pas un tant soit peu, ça ne me sert à rien. Je ne sais pas où il se trompe, je ne sais pas s'il me raconte n'importe quoi, je ne sais pas. Ouais, mais on pensera même plus à vérifier, justement, comme pour la calculatrice. On vérifie mais plus maintenant. Et ChatGPT. Alors peut-être qu'on peut dire un mot de ChatGPT sur son fonctionnement. Oui, l'idée de ChatGPT, en gros, c'est un générateur de langage. Donc ça fait partie des IA génératives. Il génère du langage, il génère des mots. Et on va dire que son fonctionnement, pour simplifier, c'est de prédire le mot suivant dans un texte. Donc mettant les mots qui ont du sens les uns à la suite des autres. Donc il a eu des exemples de milliards de mots, de textes. Et il s'inspire de la manière dont les humains écrivent pour écrire à nouveau à sa manière en fonction d'un sujet qu'on lui a donné. Donc faut pas voir ça comme une grande bibliothèque où tout sera bien rangé, où il allait me chercher quelque chose d'existant. Il invente quelque chose qui n'existe pas en utilisant la logique du langage humain pour produire un texte qui semble cohérent. Il n'a pas de réflexion logique. Un exemple qui marche encore, alors ça dépend de la formulation qu'on a, mais la plupart du temps ça marche ensemble, c'est si on demande à ChatGPT la mère de Tom a 3 enfants, Riri, Fifi et... On a envie de dire le loup, voilà. Même si on sait que c'est pas ça. Et donc lui, ChatGPT ne trouvera pas ni Loulou, ni Tom. La mère de ni Tom. Ce qui lui pose problème, c'est l'abstraction. Vous pouvez lui demander de faire des maths et de faire des équations, il va y arriver. Alors que techniquement, il connaît que le langage. Est-ce que cette intelligence artificielle peut être détournée volontairement pour véhiculer de fausses informations et du coup pour manipuler? Oui, parce que c'est du texte. Donc encore une fois, c'est du texte généré, c'est un discours et n'importe quel discours peut être détourné pour manipuler. Donc il y a une surcouche humaine, il y a tout un ensemble de règles dont c'est pas un modèle ouvert, donc on sait pas exactement ce qui a été rajouté, on va dire le cadre, parce qu'il y a aussi un cadre, on va dire éthique à cette IA. On peut pas lui raconter n'importe quoi. Si vous allez lui parler de violence par exemple, ou que vous lui dites que vous allez vraiment mal et que vous lui parlez de suicide, il va stopper la conversation. Ça, on va dire, c'est la surcouche de filtre qui a été rajouté par des humains pour protéger et empêcher qu'il aille sur des sujets un peu compliqués. Mais en philosophie, vous pouvez aller assez loin. Vous pouvez essayer de le convaincre que la Terre est plate, par exemple. Il va être ouvert sur la discussion, mais il va rester sur les consensus scientifiques. Bastien Mas, on a quand même l'impression que, certainement à tort, vous allez me dire, que ça peut remplacer un petit peu l'intelligence humaine et que finalement, ça peut ramollir un petit peu notre cerveau. En fait, on n'aura plus besoin, peut-être ou plus autant besoin, de réfléchir, de compiler des données, puisque on a un ordinateur qui le fera à notre place. Il y a une question un peu mécanique comme ça, de gymnastique, mais qu'on a déjà. Le fait de faire des calculs ou d'utiliser une calculatrice, retenir les numéros de téléphone par cœur ou les avoir sur son smartphone. Mais on s'appauvrit. Oui, effectivement, on retient plus nos numéros de téléphone, mais on a d'autres choses qui nous rendent moins paresseux aussi. En fait, à chaque fois, c'est un déplacement. Le temps intellectuel ou la motivation intellectuelle que je vais avoir à pouvoir maintenant peut-être jouer aux échecs sur mon smartphone a autant de stimulation intellectuelle que ce que j'avais à retenir le numéro de téléphone de ma cousine dont j'avais pas forcément besoin ou de le noter dans mon calepin. L'important, c'est de maintenir cette gymnastique, cette espèce de santé intellectuelle de production. Ensuite, tous les outils, tous les références, elles changent tout le temps d'une génération à une autre. Donc, une grande part qui est laissée au libre arbitre de chaque individu. On peut se reposer sur les outils de l'intelligence artificielle, où on peut les utiliser pour apprendre encore plus. C'est un outil, ça c'est un peu l'histoire de l'humanité et qu'on parle d'outils ou de technologies, c'est la même chose. De savoir comment ça fonctionne, estimer les potentiels et les limites. Il faut juste que je vois comment moi je peux me les approprier pour aussi fixer des limites. Il y a des limites aussi à cette intelligence artificielle que vous nous avez présentée, Bastien Mas, mais en même temps, vous nous avez peut-être réconcilié un petit peu en nous disant que
nous restions quand même acteurs et pas tous manipulés et manipulables par l'intelligence artificielle, et que peut-être elle est un outil à notre disposition dont on peut essayer de se saisir, par exemple, pour toutes ces ressources éducatives que vous mettez en libre accès. On peut les retrouver comment ? Sur le site de ClassCode. Apostrophe code. C'est en libre accès, c'est gratuit. Il y a pas mal d'activités aussi sur le site de ClassCode. Bastien Mas, merci beaucoup de cette invitation à prolonger donc cette réflexion sur ClassCode. Et puis merci d'être venu à l'occasion de ce West Data Festival. Merci.